À 4 heures du matin, le 16 août 2025, 57 camions d'armement sont saisis près de la frontière. Près de 25 000 fusils d'assaut et 70 000 grenades, assez pour équiper une armée entière, mais aussi une chaîne logistique planifiée pour traverser plusieurs frontières sans alerte majeure. Dans ce cadrage, que dit l'enquête sur les réseaux, les sociétés écrans et des flux offshore estimés à plus de 700 millions de dollars, et que peut en faire Ibrahim Traoré? Le Sahel observe car l'interception n'est pas une fin, mais le début d'un cycle politique, sécuritaire et diplomatique. Ce qui suit n'est pas un simple récit sécuritaire, mais un cadre de lecture pour comprendre ce qui est réellement en jeu après la saisie du 16 août 2025. L'intérêt pour le lecteur est clair, disposer d'éléments factuels pour juger les décisions à venir, sans se laisser guider uniquement par l'émotion des images ou la rhétorique politique. En quelques heures, un incident frontalier s'est transformé en affaire d'État, avec des implications directes sur la souveraineté, la stabilité régionale et la crédibilité des institutions. L'enjeu central peut se résumer simplement. Comment protéger le territoire sans provoquer une escalade incontrôlée? Pour le Burkina Faso, il s'agit de démontrer une capacité d'action durable, pas seulement un succès ponctuel. Pour les pays voisins, la question est d'éviter un effet domino qui déplacerait routes et réseaux plutôt que de les neutraliser. Pour les acteurs extérieurs, enfin, se pose la limite entre soutien, prudence et responsabilité. Comprendre les faits, mesurer les risques réels et distinguer les gestes symboliques des leviers structurels. Si dès les premières heures, un chiffre impose un changement d'échelle, 57 camions, chargés de dizaines de milliers d'armes, sont immobilisés en un seul point. Ce volume exclut l'hypothèse d'un trafic local improvisé et révèle une logistique conçue pour durer, pensée pour franchir plusieurs frontières sans déclencher d'alerte majeure. À partir de là, le récit bascule. Ce qui semblait un signal faible, des circulations à horaires inhabituels sur des axes secondaires, devient la preuve d'une normalité trompeuse, exploitant routine et angle mort. L'enquête montre que chaque élément, pris isolément, paraissait banal. Assemblé, il dessine une chaîne structurée, coordonnée et patiente. Les numéros de série pointent vers des provenances multiples, issus de stocks anciens et de circuits plus récents, et indiquant une capacité à agréger des flux hétérogènes sur une longue période. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré comprend que le risque dépasse l'interception matérielle. Le test porte sur les mécanismes de contrôle, la qualité du renseignement et la capacité de l'État à faire face à des réseaux organisés. Le Sahel offre des vulnérabilités connues, frontières étendues, zones de transit historique, instabilité persistante, que cette opération a exploité avec méthode. La saisie du 16 août 2025 agit alors comme un révélateur brutal. Le Burkina Faso n'est pas seulement un point de passage, mais une cible potentielle dans une stratégie plus large de déstabilisation. Très vite, le périmètre s'élargit. Des documents et indices financiers font apparaître des sociétés écrans et des soutiens extérieurs, donnant à l'affaire une dimension géopolitique claire. La chronologie confirme une préparation étalée sur des mois avec des itinéraires, des calendriers et des relais conçus pour neutraliser les contrôles. À mesure que les confirmations remontent, l'événement quitte le registre du fait divers sécuritaire pour entrer dans celui du dossier stratégique. Le point clé, c'est que l'interception n'a pas interrompu un épisode, elle a exposé un système. Et une fois exposé, ce système oblige l'État à choisir ses leviers, sécuritaires, financiers et diplomatiques, sous le regard attentif de la région. Au cœur de l'interception, un nom s'impose rapidement, le capitaine Moussa Kaboré. C'est lui qui, à l'aube, prend la décision d'arrêter le convoi. Le geste n'a rien d'automatique. Immobiliser 57 camions, sans certitude totale sur leur contenu, ni sur les forces susceptibles de les protéger, implique un risque immédiat pour lui et ses hommes. Cette initiative transforme pourtant une suspicion diffuse en action décisive et donne à l'État un point d'appui concret sur le terrain. Dans les heures qui suivent, cette décision devient un repère narratif et politique. Elle met un visage sur une opération qui aurait pu rester abstraite, réduite à des chiffres et des communiqués.
Pour la population, l'image d'un officier qui agit renverse un sentiment d'impuissance installé de longue date. Pour les forces de sécurité, le message interne est clair. L'initiative, lorsqu'elle s'inscrit dans l'intérêt national, peut produire un effet stratégique. L'impact est presque immédiat. Les images des camions immobilisés circulent largement, contrastant avec le climat d'insécurité qui dominait jusque-là. La peur ne disparaît pas, mais elle change de forme. Elle coexiste avec une fierté prudente liée à la perception d'un État capable d'agir. Cette bascule psychologique compte autant que la saisie elle-même, car elle modifie la lecture du rapport de force. Pour Ibrahim Traoré, cet épisode offre un levier précoce. Il permet d'ancrer le discours politique dans un acte tangible sans surexposer la décision à une dramatisation excessive. L'opération devient ainsi un révélateur. Des choix locaux peuvent produire des effets nationaux, voire régionaux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une décision individuelle peut réactiver l'autorité publique. Avant la saisie, le convoi n'était qu'un signal faible parmi d'autres. Des camions circulaient sur des axes secondaires, à des horaires inhabituels, dans une zone déjà habituée aux flux commerciaux opaques. Pris séparément, ces indices ne suffisaient pas à déclencher une alerte nationale. Ensemble, ils s'inscrivaient dans une normalité trompeuse, précisément conçue pour exploiter les routines et les angles morts des contrôles. Le risque principal résidait alors dans l'invisibilité, plus que dans la violence immédiate. Le basculement se produit à l'aube du 16 août 2025. L'interception des 57 camions stoppe net une chaîne logistique pensée pour la discrétion. En quelques heures, l'information remonte du terrain vers le sommet de l'État. Les premières confirmations excluent l'hypothèse d'un trafic improvisé. Le volume, la nature des armes et la coordination observée imposent une requalification rapide de l'événement. Ça, ce qui était un incident frontalier devient un dossier politique. Ibrahim Traoré est informé presque immédiatement de l'ampleur potentielle de la saisie et la gestion de crise s'enclenche sans délai. Le moment de tension maximale survient avec l'inventaire préliminaire. Les autorités sécurisent le périmètre, mettent sous scellé les documents saisis et lancent les premières analyses balistiques. Chaque étape révèle un degré supplémentaire de complexité. Les numéros de série indiquent des provenances multiples issues de stocks anciens et de circuits plus récents. Les itinéraires suggèrent une préparation étalée sur plusieurs mois. La chronologie ne raconte plus un acte isolé, mais une opération structurée capable de traverser plusieurs pays sans rupture apparente. À ce stade, l'affaire change encore d'échelle. Les premières pistes financières apparaissent, laissant entrevoir des flux bien supérieurs à ce que pourrait mobiliser un réseau criminel local. Cette révélation modifie la réponse de l'État. Il ne s'agit plus seulement de neutraliser un convoi, mais de comprendre qui finance, qui coordonne et dans quel objectif. La crise devient multidimensionnelle, mêlant sécurité, communication et diplomatie sous une visibilité accrue. Les effets se propagent rapidement. À l'intérieur du pays, les images des camions immobilisés circulent largement. Elles produisent un effet paradoxal. La crainte liée à l'ampleur de la menace coexiste avec une fierté nouvelle liée à l'action menée. À l'extérieur, les réactions se multiplient. Certains partenaires appellent à la prudence, d'autres expriment leur soutien. Tous observent la ligne adoptée par Ouagadougou. Le Burkina Faso entre dans une zone où chaque déclaration compte. Dans cette phase de retour au calme, Ibrahim Traoré adopte une posture mesurée. La fermeté est affichée, mais les annonces irréversibles sont évitées. La séquence se referme sur une certitude. L'interception n'est pas une conclusion. Elle marque le début d'un cycle où l'exposition d'un mécanisme longtemps invisible impose des choix durables. Avant la saisie, les flux d'armes transitaient sans visibilité publique. Après le 16 août 2025, 3 chiffres suffisent à changer l'analyse. Près de 25 000 fusils d'assaut et 70 000 grenades sont recensés, puis reliés à des flux financiers estimés à plus de 700 millions de dollars. Ce passage du soupçon à la mesure transforme une intuition sécuritaire en diagnostic stratégique. Aimons d'abord le volume d'armes. À l'échelle opérationnelle, il dépasse largement les besoins d'un groupe armé local. Équiper une force militaire complète implique des capacités de stockage, de transport et de distribution soutenues dans le temps.
En d'autres termes, il ne s'agit pas d'un stock opportuniste, mais d'un approvisionnement pensé pour durer. Ce delta entre l'apparence banale du trafic et sa capacité réelle explique pourquoi l'interception requalifie l'événement en enjeu d'État. Ensuite, la diversité des provenances. Les analyses balistiques révèlent des origines multiples, mêlant des stocks issus de conflits passés et des circuits plus récents. Cette hétérogénéité a une signification précise. Elle suppose une coordination longue, coûteuse et disciplinée, capable d'agréger des sources différentes sans créer de rupture logistique. La baseline d'un trafic fragmenté cède la place à un système intégré, capable d'absorber des contraintes et de contourner des contrôles. Enfin, le financement. Les documents récupérés évoquent des montants qui excèdent enfin de loin les capacités d'un réseau criminel régional classique. Des flux offshore et des sociétés écrans apparaissent, suggérant un accès facilité aux circuits financiers internationaux. Ici, le delta est décisif. Lorsque le financement atteint ce niveau, la motivation ne peut se réduire au profit immédiat. Elle renvoie à une stratégie visant l'instabilité prolongée, où l'arme devient un moyen et non une fin. Pris ensemble, ces chiffres produisent une lecture cohérente. Le volume explique le risque stratégique. La diversité des origines révèle la profondeur du réseau. L'ampleur financière indique une intention qui dépasse l'opportunisme. Cette triangulation factuelle permet d'éviter deux écueils. Minimiser la menace comme un incident isolé ou la surestimer sans base mesurable. Pour Ibrahim Traoré, l'effet est immédiat sur la posture de l'État. Une réponse exclusivement sécuritaire serait insuffisante face à des flux aussi structurés. Les données imposent une action à 3 niveaux, perturber la logistique, tarir le financement et coordonner les contrôles au-delà des frontières. Les chiffres deviennent alors des leviers politiques. Ils justifient des audits, des réformes du renseignement et des démarches diplomatiques ciblées sans recourir à l'escalade verbale. Ce basculement chiffré ferme une question ouverte plus tôt. Pourquoi cette saisie change-t-elle l'équation ? Parce qu'elle transforme l'invisible en mesurable et le mesurable en décision. Deux interprétations s'affrontent dans l'analyse de cette crise, chacune s'appuyant sur des constats réels. La première voit dans la saisie la preuve d'une tentative délibérée de déstabilisation régionale. Selon cette lecture, le Burkina Faso n'est qu'un maillon d'une stratégie plus large visant l'ensemble du Sahel. Le volume d'armes, la diversité des provenances et la sophistication logistique indiqueraient une volonté d'alimenter durablement des groupes armés afin de maintenir un niveau d'instabilité suffisant pour affaiblir les États. Les partisans de cette approche estiment qu'aucun pays ne peut affronter seul un tel dispositif. Ils plaident pour une réponse collective, fondée sur le partage du renseignement, la coordination frontalière et une pression diplomatique conjointe sur les soutiens financiers identifiés. La seconde interprétation adopte un angle presque inverse. Elle considère l'événement avant tout comme un test de souveraineté nationale. Dans cette perspective, l'essentiel n'est pas l'ampleur internationale du réseau, mais la capacité du Burkina Faso à agir de manière autonome. La saisie démontrerait que l'État peut reprendre l'initiative sans dépendre d'alliances extérieures potentiellement contraignantes. Les défenseurs de cette ligne craignent qu'une internationalisation excessive de la réponse n'ouvre la voie à des ingérences politiques ou à des conditions imposées, diluant le contrôle national sur la gestion de la crise. Ces deux lectures ne sont pas mutuellement exclusives. Mais les chiffres et les flux financiers appuient clairement l'hypothèse d'un réseau transnational structuré. Dans le même temps, l'efficacité de l'interception montre que des décisions locales peuvent produire un effet stratégique tangible. La tension se situe donc dans la hiérarchisation des leviers plus que dans le choix d'un camp. La position esquissée par Ibrahim Traoré tente de tenir cette ligne de crête. Le discours met en avant la souveraineté et la capacité d'action nationale, tout en laissant ouverte la possibilité de coopération ciblée et pragmatique. Cette approche vise à éviter deux écueils symétriques: l'isolement, qui fragiliserait le pays face à un réseau puissant, et la dépendance, qui pourrait diluer la maîtrise politique de la réponse.
En ce sens, le Stillman révèle moins une contradiction qu'un dilemme structurel. On est appelé à se rejouer à chaque étape de la crise. Ce point médian marque un basculement discret mais décisif. Jusqu'ici, la saisie pouvait être lue comme une réussite opérationnelle isolée. À partir de cette séquence, elle devient un signal politique. La prise de parole intervient alors que l'enquête est encore en cours, ce qui modifie la lecture habituelle des crises sécuritaires. En s'exprimant à ce moment précis, Ibrahim Traoré transforme une opération de terrain en message d'État, destiné autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'échelle nationale, l'effet est immédiat. Les images des camions immobilisés cessent d'être de simples preuves matérielles. Elles s'inscrivent dans un récit cohérent, celui d'un État qui observe, décide et agit sans délai excessif. La peur liée à l'ampleur de la menace ne disparaît pas, mais elle est canalisée. Elle se mue en attente, puis en adhésion prudente, fondée sur la lisibilité de la ligne adoptée. À l'international, la révélation agit différemment. Le timing de la déclaration est interprété comme un marqueur d'autonomie décisionnelle. Certains partenaires saluent la clarté du signal, d'autres s'interrogent sur ses implications à moyen terme. Dans tous les cas, le message est reçu. Le Burkina Faso ne traitera plus ce type d'événement comme un incident marginal. L'interception n'est plus seulement une affaire d'armes, mais un acte de positionnement. Et une fois ce positionnement posé, le retour en arrière devient politiquement coûteux. Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. La saisie oblige à reconnaître des failles, mais elle offre surtout un levier d'action immédiat. Les autorités accélèrent des audits internes, renforcent la coordination entre armées, police et douane et réévaluent les priorités sécuritaires. Cette séquence permet de transformer une alerte en justification politique pour agir. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est de rendre ces mesures visibles et compréhensibles afin de consolider la crédibilité de l'action publique au-delà de l'événement lui-même. La fermeté affichée renforce l'autorité à court terme, tout en exposant davantage les choix à la critique. Pour les acteurs économiques, l'effet est plus ambivalent. À l'extérieur, une partie des investisseurs adopte une posture d'attente. La crainte d'une escalade régionale ou de tensions diplomatiques ralentit certains projets, notamment dans les secteurs extractifs. À l'intérieur, un mouvement inverse apparaît. Les dépôts bancaires locaux augmentent, traduisant un repli vers les institutions nationales. Ce contraste révèle un décalage. La confiance politique progresse plus vite que la confiance économique, mais elle amortit le choc immédiat et limite la fuite des capitaux. Pour la population, l'impact est d'abord psychologique et social. Les images des camions immobilisés deviennent des symboles, elles rappellent la gravité de la menace, tout en nourrissant un sentiment de fierté collective. Dans les centres urbains comme dans les zones rurales, le discours dominant évolue. Il ne s'agit plus seulement de subir l'insécurité, mais de constater une capacité de réaction. Cette perception renforce la cohésion nationale, sans effacer les inquiétudes quotidiennes liées à la sécurité et au coût de la vie. À l'échelle régionale, enfin, la saisie agit comme un signal d'alerte. Les pays voisins observent attentivement la réponse burkinabé. Certains y voient un précédent encourageant, d'autres redoutent un déplacement des routes de trafic plutôt qu'un démantèlement durable. Dans tous les cas, l'événement modifie les calculs stratégiques. Il rappelle que le Burkina Faso n'est pas un espace passif, mais un acteur capable d'influencer l'équilibre sécuritaire du Sahel. Au final, on comprend qu'une interception change la donne lorsqu'elle reconfigure les attentes de l'État, du marché, de la société et de la région. C'est cette reconfiguration, plus que la saisie elle-même, qui détermine la suite. Le premier scénario, le plus probable si la trajectoire actuelle se maintient, repose sur une stabilisation progressive. Dans cette hypothèse, ainsi que les mesures engagées après la saisie sont consolidées sans rupture majeure. Le contrôle des axes sensibles s'améliore, la coopération avec certains voisins devient plus opérationnelle et les réseaux identifiés sont partiellement perturbés. La pression sécuritaire demeure, mais elle est contenue. Sur le plan économique, la prudence extérieure persiste, tandis que la dynamique interne limite les effets négatifs. Ce scénario n'offre pas de victoire nette, mais il réduit le risque d'emballement. Le deuxième scénario,
plus optimistes envisagent une accélération positive. Les éléments révélés par l'enquête débouchent sur des actions coordonnées, à la fois sécuritaires et financières. Les marges de manœuvre des réseaux se réduisent, notamment si les flux identifiés sont effectivement contraints. La clarté politique affichée par Ibrahim Traoré contribue alors à rassurer une partie des acteurs économiques, permettant une reprise graduelle de certains investissements. Dans cette configuration, la crise agit comme un catalyseur de réformes plus profondes, en particulier dans le renseignement et la gouvernance sécuritaire. Le troisième scénario, le plus défavorable, anticipe au contraire une montée des tensions. Les pressions diplomatiques s'intensifient, certaines coopérations se figent et les réseaux criminels se recomposent ailleurs ou répliquent indirectement. Les coûts économiques augmentent, l'insécurité persiste et la fatigue sociale s'installe. La saisie demeure un succès ponctuel mais insuffisant pour inverser durablement la dynamique régionale. Le risque est alors celui d'un enlisement, c'est où chaque gain tactique est compensé par une adaptation adverse. Ces scénarios ne sont pas des prédictions. Ils servent de cadre de lecture. Leur utilité tient dans une question simple. Quelles décisions prises aujourd'hui réduisent le coût du pire et augmentent la probabilité du meilleur? La réponse n'est pas binaire. Elle suppose une combinaison de vigilance, de cohérence politique et de capacité à ajuster la trajectoire sans perdre la maîtrise du récit. Pour le citoyen burkinabé, cette crise redéfinit d'abord le rapport à l'État. La saisie des camions montre que l'action publique peut produire des résultats visibles, même dans un environnement contraint. Cela ne supprime ni l'insécurité persistante, ni les difficultés quotidiennes, mais cela modifie l'attente. Le débat ne porte plus seulement sur la survie, mais sur la capacité à maintenir l'initiative dans la durée sans retomber dans la passivité. Pour les acteurs économiques locaux, le signal est contrasté. À court terme, l'incertitude demeure et les décisions restent prudentes, mais la démonstration d'autorité et de coordination renforce l'idée que les règles peuvent être appliquées. Cette perception pèse autant que les indicateurs macroéconomiques. Elle influence la confiance, l'accès au crédit et la volonté de rester engagé sur le territoire, malgré un contexte régional instable. Pour les observateurs régionaux et internationaux, le cas burkinabé devient un point de référence. Il illustre les dilemmes auxquels sont confrontés les États du Sahel, agir seul ou s'adosser à des cadres collectifs, affirmer la souveraineté sans s'isoler, répondre vite sans s'enfermer dans une logique d'escalade. La trajectoire suivie par Ibrahim Traoré est ainsi scrutée non comme un modèle figé, mais comme une expérience en cours, susceptible d'influencer d'autres choix politiques. Pour le lecteur, enfin, l'enjeu est personnel et cognitif. Comprendre cette séquence permet de mieux lire les signaux à venir, de distinguer les gestes symboliques des transformations structurelles et d'évaluer si la crise débouche sur une dynamique durable ou sur un simple répit. Ce regard informé devient une forme de vigilance civique. La première étape concerne le contrôle territorial. Les autorités renforcent la surveillance des zones frontalières identifiées comme sensibles en combinant forces militaires, unités de douane et relais civils. L'objectif n'est pas seulement d'intercepter, à thème de rendre les itinéraires imprévisibles pour les réseaux. Cette approche augmente le coût opérationnel du trafic en multipliant les points de friction plutôt qu'en se concentrant sur un seul axe facilement contournable. La deuxième étape place le renseignement au centre du dispositif. L'enquête a mis en évidence des lacunes de coordination entre services. En réponse, l'État cherche à centraliser l'analyse des informations afin de détecter plutôt les signaux faibles. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est stratégique. Anticiper vaut plus que réagir. La réussite de cette phase se mesure moins par des annonces que par la capacité à transformer des données dispersées en décisions exploitables. La troisième étape cible le financement. Les flux identifiés imposent un suivi plus strict des transactions suspectes et une coopération ciblée avec des partenaires capables d'agir sur les circuits offshore. Cette action est moins visible que les opérations militaires, mais elle est décisive. Tarir la source financière fragilise la logistique et réduit la capacité d'adaptation des réseaux. Le critère d'évaluation est simple. La complexité croissante des montages financiers nécessaires
pour contourner les contrôles. Enfin, la feuille de route inclut une dimension diplomatique et sociale. À l'extérieur, il s'agit de dialoguer sans renoncer à la souveraineté. À l'intérieur, de maintenir la cohésion nationale par une communication claire et continue. Cette combinaison n'offre aucune garantie immédiate, mais elle transforme une réponse de crise en capacité durable. Au fil des semaines, un symbole s'impose progressivement dans le récit national, celui des armes saisies qui ne servent plus à détruire. Leur transformation annoncée, partielle et strictement encadrée, agit comme une métaphore puissante. Ce qui devait nourrir la violence devient un rappel visible de la capacité à reprendre la main. Le souvenir des camions immobilisés, évoqué plus tôt, revient ici comme un point d'ancrage émotionnel, reliant l'acte initial à une perspective plus constructive. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré s'appuie sur l'image plutôt que sur la grandiloquence. Le message ne promet pas une sécurité immédiate et n'efface pas les risques persistants, il insiste sur une idée simple. La souveraineté ne se proclame pas, elle se pratique. Chaque décision, chaque réforme, chaque geste compte davantage que les déclarations solennelles. Cette sobriété renforce la crédibilité du discours en le reliant à des actes concrets plutôt qu'à une rhétorique excessive. Pour une partie de la population, cette image agit comme une transition émotionnelle. La peur initiale laisse place à une vigilance active. L'État n'est plus perçu uniquement comme un rempart fragile, mais comme un acteur capable de transformer une menace en levier politique et social. La stabilité se reconquiert chaque jour. La séquence ouverte le 16 août 2025 ne se referme pas avec la saisie des camions. Elle laisse une question durable, qui dépasse l'événement et touche à la trajectoire collective. Comment un État transforme-t-il une alerte sécuritaire en politique lisible, capable de durer au-delà du choc initial ? Pour le Burkina Faso, l'enjeu n'est pas seulement de gérer une crise, mais de démontrer une cohérence dans le temps, faite de décisions cumulatives plutôt que de gestes spectaculaires isolés. Le choix de placer la souveraineté au centre du récit structure désormais les attentes. Il suscite l'adhésion de certains, la prudence d'autres et l'attention de tous. Les succès immédiats sont visibles et mesurables. Les transformations durables, elles, se jouent dans des mécanismes plus discrets. Coordination, financement, confiance sociale. C'est là que se fera la différence entre un tournant réel et une parenthèse maîtrisée. Pour le lecteur, l'invitation est simple, mais exigeante. Observer au-delà des images fortes. Suivre les indicateurs moins visibles. Évaluer si la ligne portée par Ibrahim Traoré se traduit en capacité stable, ou si elle reste dépendante de circonstances exceptionnelles. Cette saisie marque-t-elle un changement durable ou seulement un moment de contrôle retrouvé dans une région sous tension ?